Merhaba, à cette semaine en Turquie, le Sénat américain a voté mardi l'adoption de plusieurs sanctions après 2 semaines de tension suite à l'achat des fusées S-400 russes. Le projet de loi de finances incluant les sanctions contre la Turquie en raison de son achat du système de défense russe S-400 est passé avec une large majorité au Sénat, dominé par les républicains. 84 voix pour, 8 voix contre. Ce projet de loi de financement, issu d'une négociation de plusieurs mois, était d'abord passé par la Chambre des représentants. Trump avait annoncé qu'une fois la validation du Sénat faite, la loi serait appliquée. La loi de financement exclut la Turquie du programme de construction du futur avion F-35 et empêche Ankara de l'acquérir. Car selon les sénateurs, l'acquisition turque du système de défense russe S-400 est une violation à grande échelle des sanctions imposées à la Russie. Il est demandé à Trump d'appliquer des mesures de rétorsion à la Turquie en raison de cet achat. Mais ce projet de loi ne s'arrête pas là. Il cible également les réseaux de gazoducs Turkstream et Nord Stream, devant faire transiter à partir de l'année prochaine le gaz russe en Europe. Turkstream prévoit de transporter le gaz naturel russe via la mer Noire vers la Turquie, alors que pour Nord Stream, c'est à travers la mer Baltique que le gaz passera vers l'Allemagne. Le président Trump dispose du pouvoir d'annuler les sanctions prévues pour 5 ans. Le président Recep Tayyip Erdogan a aussitôt réagi en déclarant réfléchir à fermer la base aérienne américaine d'Incirlik. Forte de 2500 soldats américains, cette base se situe dans le territoire turc et ne permet aux soldats que d'effectuer des missions dans le cadre de l'OTAN. Ce soir, je suis rejointe par Ömer Taşpınar, expert de la Turquie à l'Institut Brookings. Merci d'être ici, Monsieur Taşpınar. Bonjour, merci à vous. Des sanctions lourdes pour la Turquie qui est déjà dans une situation précaire économiquement depuis 2 ans. Est-ce que la Turquie est à la merci de Monsieur Trump? Oui, absolument. La Turquie, avec le président Erdogan, a décidé de monopoliser ses relations avec la Maison-Blanche, avec président Trump. Et ce qui fait que aujourd'hui, les institutions, le ministre des Affaires étrangères ou bien les parlements sont un peu hors de ce dialogue entre les deux chefs d'État. Et ceci dit que la Turquie a pris un grand risque avec Erdogan, essayant de régler tous les problèmes avec le président américain. Et pour des raisons compréhensibles, en ce moment, le président américain n'a pas beaucoup de temps à s'occuper des affaires étrangères. Et le Sénat, la Chambre des représentants, a une opinion très négative sur la Turquie. Et ils ont déjà passé la loi sur le génocide arménien. Et également, les sanctions économiques et militaires peuvent très facilement passer dans 1 ou 2 semaines. Et la Turquie, à ce niveau-là, maintenant, est obligée d'utiliser des menaces, de menacer les États-Unis avec la proposition de fermer peut-être la base américaine de Incirlik. Donc, c'est pas vraiment une bonne stratégie. Il aurait fallu vraiment s'intéresser un peu plus à la politique américaine, aux médias américains, où l'image de la Turquie de Erdogan est vraiment très négative. Et Trump a de bonnes relations avec Erdogan, mais ceci ne se traduit pas à de bonnes relations entre les États-Unis et la Turquie au niveau des parlements, au niveau des médias, au niveau de l'opinion publique. Et depuis un certain moment, la Turquie et les États-Unis, comme vous l'avez dit, suivent des politiques non compatibles et à chaque rebond, les États-Unis essaient de corriger la Turquie avec des sanctions et avec des résultats différents. Mais leur volonté d'éloigner la Turquie de la Russie et de la rapprocher de l'Occident, encore une fois, n'a pas l'air de marcher jusqu'à maintenant. Êtes-vous aussi de cet avis-là? Oui, absolument, parce que les résultats sont assez visibles. Vous avez la Chambre des députés, la Chambre des représentants, excusez-moi, qui a déjà passé les sanctions. Le Sénat peut passer les sanctions très facilement. Il y a une grande majorité contre la Turquie au Sénat, comme on l'a vu à propos du génocide arménien, qui est passé en unanimité. Mais il y a un débat quand même qu'il faut apprécier aux États-Unis au niveau de la Turquie.
même entre les sénateurs. Un groupe dit que peut-être passer ces sanctions-là faciliterait vraiment les choses pour la Russie, parce que la Turquie n'aurait plus vraiment d'alternative américaine, d'alternative européenne, et Erdogan pourrait utiliser le nationalisme vraiment d'une façon très efficace pour mobiliser l'opinion publique contre les États-Unis. Et ceci facilitera les choses pour Poutine, pour la Russie, car la Turquie n'aura plus d'alternative que de vraiment acheter des équipements militaires russes, peut-être des avions russes militaires. Et l'autre groupe dit qu'en vérité, la Turquie est déjà très près de la Russie, que la Turquie est déjà presque perdue et que la seule façon de regagner la Turquie est de montrer à la Turquie, à Erdogan, qu'il y a des conséquences à payer si vraiment il continue sur la voie de bonnes relations avec la Russie, s'il continue à acheter l'équipement militaire russe, et que la langue que Erdogan comprend, qu'il va comprendre, ce sera la langue un peu des sanctions, de l'économie, peut-être des menaces un peu, et que pendant trop longtemps, les États-Unis n'ont pas vraiment apprécié le fait que Erdogan ne réagissait pas positivement à des incentives donnés par le Washington. Donc, ils disent, la Turquie est déjà presque perdue. La seule façon de la regagner est de montrer qu'il y a des conséquences à payer au niveau financier, militaire, si elle continue d'améliorer ses relations avec la Russie. Et donc, à ce niveau-là, ça dépend de qui va gagner, mais j'ai l'impression que le débat est déjà gagné par le groupe qui veut punir la Turquie, parce que la Turquie apparaît déjà vraiment dans le camp russe, et l'anti-américanisme en Turquie est déjà à un niveau considérable. Et finalement, sur ce sujet, est-ce que les États-Unis pourraient réalistement et réellement quitter leur base militaire, et aussi la Turquie réalistement est prête à les laisser aller? Alors, il y a pas mal d'analystes qui disent, et je crois que je suis parmi eux, que la Turquie n'a pas vraiment de grandes alternatives avec la Russie. Que si les États-Unis décidaient de quitter la base américaine d'Angelik, si les relations militaires stratégiques entre la Turquie et les États-Unis s'écrouleraient, la Turquie n'a pas vraiment une grande alternative. Mais les États-Unis, bien sûr, a beaucoup d'alternatives, car les États-Unis peuvent ouvrir d'autres bases militaires. Il y a déjà des bases militaires au Moyen-Orient. La Turquie n'a pas les mêmes alternatives, car la Russie n'est pas un pays pour la Turquie avec laquelle Ankara peut forger de grandes relations stratégiques. Oui, la Turquie a de bonnes relations avec Poutine parce qu'au niveau de la dépendance en énergie, peut-être au niveau du tourisme et une coopération assez superficielle en Syrie. Mais en vérité, quand vous observez les grands enjeux qui sont dans la politique étrangère turque, par exemple dans l'est de la Méditerranée, aux questions Chypre, par exemple la mer Noire, par exemple l'Ukraine avec la Crimée, ou bien l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Libye. Dans tous ces sujets-là, il n'y a pas d'accord entre Ankara et Moscou. Tout au contraire, il y a un grand désaccord. Les deux pays n'arrivent pas à se mettre en accord sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que c'est la Turquie qui va perdre si vraiment les relations avec les États-Unis entrent dans cette période de grande crise et on a vraiment une situation où les États-Unis quittent ou bien la Turquie ferme la base d'Incerlik. Donc, pour conclure, c'est vraiment Ankara qui va perdre dans ces scénarios-là. Les États-Unis, ça sera beaucoup plus cher pour les États-Unis d'ouvrir d'autres bases, mais l'argent n'est pas un grand problème à ce niveau-là pour l'administration américaine, tandis que pour la Turquie, au niveau économique, stratégique, politique étrangère, perdre les États-Unis
et perdre un allié assez important et qui ne va pas être replacé par la Russie ou bien la Chine. Et maintenant, je veux passer à la politique intérieure et au sujet des nouveaux partis des dissidents haut gradés de l'AKP. L'ancien Premier ministre Davutoğlu a fondé officiellement son parti, et le Parti du Futur, et l'ancien ministre de l'économie Ali Babacan le fera dans un mois au plus. Attendez-vous à des changements radicaux au tableau politique turc? Et je veux aussi demander quelle distinction faites-vous entre les deux? Pourquoi ne sont-ils pas ensemble? Alors, ces deux nouveaux partis politiques sont très importants comme développement pour la Turquie, pour le futur de l'AKP, car le président turc Erdogan dépend maintenant des élections présidentielles au niveau public et il doit gagner donc 50% des voix pour être réélu. Et si il y a même 2-3% ou bien 4-5% des voix qui passent de son parti, de sa base politique à ces nouveaux partis-là, c'est pas vraiment quelque chose qui peut que Erdogan peut continuer. Il a besoin vraiment de consolider sa base et ces deux partis-là, de Babacan et de Davutoğlu, selon les sondages, ont le potentiel de gagner les deux dans les 10 à 15%. Donc c'est un grand problème pour Erdogan. Surtout, j'ai l'impression que le parti de Ali Babacan est un grand enjeu pour Erdogan, car Babacan est associé avec les années de l'économie turque pendant laquelle la Turquie développait à 5, 6, 7% au niveau économique. Donc les gens voient Babacan comme quelqu'un qui symbolise vraiment la gestion de l'économie d'une façon très efficace. Et là, en ce moment-là, la Turquie est en récession, il y a une crise économique et les gens sont intéressés aux alternatives. Et donc il y a aussi une nouvelle génération de politiciens qui est en montée, avec İmamoğlu, avec Babacan, avec Demirtaş. On a des voix beaucoup plus jeunes et la jeunesse turque, j'ai l'impression, est un peu fatiguée de Erdogan, de voir vraiment tout le temps le même politicien, le même chef d'État. Et donc c'est une belle période pour la Turquie et j'ai l'impression que Erdogan maintenant doit vraiment faire une décision assez vite parce que s'il essaie d'attendre 2-3 années pour les élections qui sont maintenant schedulées pour 2023, l'économie ne va pas vraiment s'améliorer, j'ai l'impression. Les relations avec l'Ouest, les États-Unis, l'Union européenne vont devenir pires. Et surtout, il y aura ces nouveaux partis politiques qui vont gagner une base, qui vont s'organiser. Donc j'ai l'impression qu'on a vraiment une possibilité. Merci beaucoup, M. Taşpınar, d'avoir participé. Ça a été un plaisir. Merci à vous, merci de m'inviter. Au revoir. Merci. On continue. Mustafa Yeneroğlu, député de l'AKP depuis 2015, mais un allié du président Erdogan depuis bien plus longtemps, a été poussé à la démission après avoir exigé des politiques plus démocratiques et demandant un changement de la rhétorique du parti. Après sa démission, il a été l'invité de Ruşen Çakır à Medyascope, où il s'est livré à un exercice de critique et d'autocritique des années AKP. Un ami m'a dit, les derniers événements, ils m'ont fait peur. Par exemple, ils ont traité des gens honnêtes d'escrocs, et à cause de ça, je ne vais plus voter pour l'AKP. Et là, je lui ai dit, non mais, moi, je dis que dans ce pays, il y a des gens qui se font enlever. Dans ce pays, il y a des gens qui se font torturer. Dans ce pays, il y a des centaines de milliers de gens qui sont accusés d'être terroristes. Et dans ce pays, je te dis qu'il s'y déroule des cruautés incroyables, incroyables, incroyables. Je suis désolé, mais c'est la réalité. On en rendra compte à notre conscience. Tout comme chaque soir, quand on rentre à la maison et qu'on regarde nos enfants, eh bien on en rendra compte à Dieu. Enfin, pour ceux qui sont croyants. Si les gens qui se disent croyants ne veulent pas voir ça, ils disent « Non mais on pourrait peut-être améliorer nos sections locales, on pourrait changer un peu nos propos, on pourrait se calmer un peu avec le népotisme. » Non mais
Là, on a dépassé ce stade. La Turquie est à un stade très avancé de l'autoritarisme. La période à venir va être très dangereuse pour la Turquie. Moi, je ne veux pas vivre dans un pays comme la Russie. Je suis désolé, mais je ne veux pas vivre dans un pays comme les républiques turques d'Asie centrale. Je veux vivre dans un pays libre. Et je veux pouvoir exprimer cette liberté. Pas dans un pays où vous êtes libre tant que vous êtes apolitique. Plutôt que de vivre dans un pays comme ça, je préfère n'importe quel pays dans le bloc occidental. Les gens ne se sentent plus représentés par l'État. Tous les gens qui se disent patriotes doivent se poser ces questions. Comment restaurer l'état de droit? Comment tirer les leçons du passé sans entrer dans une posture revancharde? Comment construire un avenir ensemble? Et sinon, on n'a qu'à demander aux jeunes, est-ce qu'ils veulent vivre en Turquie ou à l'étranger? On n'a qu'à faire une enquête. Personne ne veut vivre en Arabie Saoudite, hein. Ils veulent vivre en Occident. Toutes les personnes de mon camp devraient se poser cette question. À vrai dire, je pense que ça avance, mais les gens ont honte quand ils voient où on en est. Mais plus que ça, en fait, les gens, ils ont aussi peur. Une nouvelle circulaire a été annoncée par la ministre de Justice après une année de record des féminicides. Les réseaux féministes reprochent l'impunité générale des hommes meurtriers, violeurs ou violents face à la justice. Cette circulaire a pour but de renforcer les lois. Le ministère de la Justice a publié une circulaire afin d'apporter des nouveautés dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette circulaire prévoit de généraliser les bureaux de violences familiales et de violences dirigées contre les femmes et seront dirigés par des procureurs spécialement formés pour cela. Elle prévoit également plusieurs points. Une mise sous protection des femmes en cas de danger de mort, même si cette dernière ne le sollicite pas, est prévue. De même, le juge pourra prendre à l'encontre de l'auteur des violences des mesures de thérapie, pouvant le contraindre à prendre des cours de gestion de colère, gestion de stress et réhabilitation. La circulaire souligne que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pointe que les violences faites aux femmes est le marqueur décisif de la discrimination dont elles sont victimes, concluant à l'importance de la question. La maîtresse de conférence à la faculté de droit de l'Université du Proche-Orient, Eylem Ümit Atılgan, a commenté cette circulaire à Mediascope. Elle a dit « On note en général une utilité à ces circulaires dans le système judiciaire turc. Ça facilite un peu plus le travail des magistrats et la mise sous protection des femmes. Vu sous cet angle, je pense que cela va aider les choses à changer. Selon le collectif Nous stopperons les féminicides, 214 femmes ont été tuées par des hommes durant les 6 premiers mois de l'année 2019. Le maire de la petite ville touristique d'Orla a été mis en garde à vue et accusé de faire partie de l'organisation terroriste FETÖ. Le principal parti d'opposition, CHP, où il est membre, crie à une manœuvre politique. Le maire de la ville touristique d'Orla, proche d'Izmir et membre du principal parti d'opposition CHP, Ibrahim Burakoğuz, a été arrêté, accusé d'avoir communiqué par téléphone avec des hauts dirigeants du mouvement guleniste. Cette organisation, nommée FETÖ par les autorités pour organisation terroriste guleniste, est accusée d'être derrière le coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Oğuz a fait sa déposition, puis après comparution immédiate, il a été écroué en attente de procès pour appartenance à une organisation terroriste. L'adjoint au président du CHP et porte-parole, Faik Öztrak, a organisé une conférence de presse pour signifier leur soutien à l'édile emprisonné. Il a déclaré « Cette décision concernant notre maire est un coup dur porté à la démocratie. C'est nier la volonté populaire. Le CHP a toujours été, hier comme aujourd'hui, contre FETÖ. Que personne ne tente d'instrumentaliser politiquement cette décision. Ibrahim Burakoğuz avait été élu lors des dernières élections municipales organisées le 31 mars. Il avait reçu 67% des voix. La crise économique continue. Des chiffres de chômage ont augmenté considérablement depuis 2018. Les effets de la crise économique que traverse la Turquie continuent de se faire sentir. L'Institut de statistique de Turquie a publié les chiffres relatifs au chômage pour le mois de septembre 2019. Le nombre de demandeurs d'emploi pour les personnes de plus de 15 ans a augmenté de 817 000 en un an, portant le total à 4 500 000. Le taux de chômage a augmenté de 2,4 points pour se situer à 13,8%. Pour les jeunes, il a augmenté de 4,5 points pour atteindre 26,1%. Dans cette même période, le nombre d'emplois créés a baissé de 623 000. Un autre chiffre monte.
c'est celui des personnes travaillant de manière non déclarée. Il a augmenté de 2,2 points et se situe à 36%. Le chemin vers la parité au travail est encore loin. L'étude, qui porte sur 153 pays, observe la parité entre les hommes et les femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, du travail et de la politique. La Turquie au plus bas du classement dans les majorités des critères. Le Forum économique mondial a publié son rapport annuel sur la parité homme-femme. Dans le classement établi, la Turquie arrive 130e sur 153 pays étudiés. Le classement s'opère en fonction de plusieurs critères, comme l'inclusion des femmes à l'économie et l'égalité des chances, les moyens éducatifs, la santé et la participation des femmes à la politique. Pour la participation à l'économie et l'égalité des chances, la Turquie arrive 136e, 135e pour l'accès au monde du travail, 106e pour l'égalité salariale, 13e pour l'accès à l'éducation, 64e pour la santé et 109e pour la représentation en politique. Dans le classement régional, la Turquie se retrouve dans la zone Moyen-Orient-Afrique du Nord et est 5e, devancée par Israël, les Émirats arabes unis, le Koweït et la Tunisie. Dans ce classement réalisé annuellement depuis 2006, l'Islande a maintenu sa première position, suivie de la Norvège, la Finlande, la Suède et le Nicaragua. Le pire pays pour la condition des femmes est le Yémen, suivi de l'Irak, du Pakistan, de la Syrie et de la République démocratique du Congo. Le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a commenté ces chiffres. À ce rythme-là, l'égalité entre les sexes dans les domaines de la politique, de l'économie, de la santé et de l'éducation n'existera pas avant 99,5 ans. Un succès régional, le Festival de Rakı, qui a débuté en 2010, a été annulé comme en 2018. Les petits commerçants ou les habitués sont désespérés. À ses détracteurs, le ministre de l'Intérieur de l'AKP, Süleyman Soylu, a rétorqué « Le Rakı ne fait pas partie de nos traditions ». C'est l'histoire d'un festival à Adana qui a soulevé l'ire des autorités. Connu sous le nom du Festival mondial de Rakı, il avait changé d'appellation l'année dernière pour devenir Festival du kebab et du navet. Mais peine perdue, le gouverneur d'Adana l'a interdit pour menace d'attaque de groupes terroristes ou de groupes de personnes mal intentionnées. Cette année, même décision, mêmes arguments. Le journaliste local Murat Yıldız a souligné que des dizaines de milliers de touristes venaient pourtant à ce festival. Désapprouvant cette interdiction pour raison de sécurité, le journaliste a expliqué « Lorsqu'on organise le festival de la fleur d'oranger à Adana, des millions de gens y participent, les gens marchent côte à côte dans les rues, il n'y a pas un problème, pas une dispute. Dans ce type de festival, c'est tout le commerce local qui est gagnant. Ce festival a changé de nom pour ne pas être interdit. Quelques organisations religieuses font des communiqués et le gouverneur l'interdit. Voilà la situation. Pourtant, les gens s'amusaient, chantaient, adossaient les uns aux autres. C'était un festival très coloré, très animé. Cette interdiction est une décision très très mauvaise. » Fin de citation. Soulignant qu'Adana et Mersin font partie des villes les plus pauvres de Turquie, Yıldız a dit « Vous vous plaignez du chômage et vous interdisez ce festival, alors que s'il avait eu lieu, les commerçants auraient pu gagner suffisamment pour payer un an de loyer. Ça leur aurait donné une bouffée d'oxygène. » Même son de cloche chez le vendeur de kebab Ahmet Demirci. Ils nous ont mis dans une situation pitoyable. Avec leur interdiction du festival, ce n'est pas nous les commerçants, mais Adana qu'ils ont tué. Ils ont tué l'âme d'Adana. Ce festival drainait des millions de personnes à Adana. Cette interdiction signe l'arrêt de mort des commerçants. Lorsque le petit commerce meurt, c'est le pays tout entier qui meurt. Pour justifier cette décision, le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, avait dit « Ce festival n'existe pas dans nos traditions ». Demirci a commenté « Que ce soit à Adana ou en Thrace, le Rakı existe dans nos cultures, donc ce n'est pas quelque chose étranger à nos traditions ». La rénovation de l'église arménienne Surp Grigos en 2009, grâce à des dons de la diaspora arménienne, avait ressuscité la communauté de la région. Après une décennie, l'église a de nouveau besoin d'être sauvée. Cette fois, ce sera l'État qui mettra la main à la poche. Elle détient le statut de plus grande église arménienne au Moyen-Orient. L'église Surp Giragos, qui a été touchée par les affrontements entre les forces de sécurité et le PKK en 2015-2016, va cette fois-ci être restaurée par le ministère de l'Environnement et de l'Urbanisme. Le sous-préfet de Sour, Abdullah Çiftçi, a déclaré avoir effectué un appel d'offres portant sur 30 millions de livres turcs afin de restaurer 4 églises.
tout en soulignant que Sour était l'un des rares endroits dans le monde à porter les traces des 33 civilisations qui y ont habité, il a dit. Sour est un territoire très précieux. Plusieurs bâtiments de grande valeur existent dans cette zone. Des mosquées, des églises, des bâtiments historiques. Certaines sont sous protection publique et les projets sont en phase d'être bouclés. Les œuvres vont être restaurées à l'identique. Les travaux de restauration ont commencé dans l'église bâtie en 1376, mais ce n'est pas la première fois que ce lieu de culte traverse des difficultés. En 2011, elle avait déjà été restaurée par la mairie de Diyarbakir et la fondation de l'église pour 6 millions de livres turcs. Mais entre fin 2015 et mars 2016, elle avait été gravement détériorée lors des affrontements entre les forces armées turques et les militants du PKK. Merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine.